Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. Je reçois Madame Valérie Vertal-Loriot, secrétaire générale. Secrétaire Académique. Co-secrétaire académique du SNES Martinique. Très bien. Donc c'est un syndicat qui se bat donc pour... Les enseignants, pour les élèves aussi naturellement, puisqu'on a quand même des idéaux qui sont ceux de bien enseigner et d'avoir les moyens que l'on peut donner à nos élèves. D'où notre invitation aujourd'hui, ce soir, sur cette chaîne de télévision. Madame Vertal-Loriot, il semblerait que l'Académie de Martinique veuille embaucher des contractuels. J'ai bien dit, ce sont des contractuels. Est-ce que ça vous paraît bizarre, puisqu'il semblerait qu'on aurait de la place, puisqu'il manque des professeurs qu'on pourrait intégrer, et là ce sont des contractuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'on fait? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de professeurs. Il y a des professeurs qui ont passé le concours, qui sont des certifiés ou des agrégés dans le second degré, ou des PE dans le premier degré. Et puis, il y a toujours, dans toutes les académies, un volant de professeurs non titulaires, que l'on appelle les contractuels, qui eux-mêmes sont subdivisés en deux, entre les contractuels en CDD, à durée indéterminée, et puis les contractuels CDI à durée indéterminée. Et chaque année, on embauche toujours des contractuels pour pouvoir enseigner à nos élèves. Est-ce que c'est nouveau ou bien ça existe de tout temps à la Martinique? Ou alors est-ce que c'est une volonté nouvelle? Alors, ça, c'est quelque chose qui existe de tout temps. Enfin, depuis que je connais l'éducation nationale, ça se passe ainsi. Il y a toujours des contractuels, mais en général, le volant des titulaires est suffisant pour pouvoir assurer un certain nombre d'heures de cours. Alors, quel est le rôle du contractuel? On embauche un contractuel, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, quand il y a des congés maladie, des personnes, des femmes qui sont en instance d'accoucher, des congés maternité, des congés d'enseignants de tout type, le contractuel est là pour remplacer. Mais ces dernières années, on a supprimé tellement de postes de professeurs titulaires qu'il y a un 1045 suppressions, oui. C'est énorme. 1045 ces 13 dernières années. On a ajouté les 39 encore de cette année. On a supprimé énormément de postes, ce qui fait que, en fait, il n'y a pas suffisamment d'enseignants devant nos élèves. Et chaque année, le rectorat n'a qu'un seul argument, qui est celui de dire il y a une baisse démographique. Mais à chaque fois qu'il y a 15, 13, ça dépend des années, élèves de moins, on supprime une classe. Comme si nos classes faisaient 13 à 15 élèves. C'est complètement faux. Donc, il reste des élèves. Et aujourd'hui, on est obligé d'embaucher des contractuels, non pas comme l'a dit monsieur le recteur à la télé hier, on est obligé d'embaucher des contractuels dès la rentrée pour pouvoir assumer et assurer des heures de cours devant les élèves, puisque les élèves sont là et il faut trouver des moyens pour pouvoir leur enseigner. Il y a quand même quelque chose que j'ai vu aussi qui est quand même assez choquant sur les réseaux sociaux. On dit que les enseignants n'ont pas de diplôme. Ce n'est pas vrai. Quand on est contractuel, on a les diplômes de la discipline dans laquelle on enseigne. Ce sont des personnes qui sont diplômées, qui n'ont pas encore passé le concours, mais qui sont diplômées. Donc ce sont des contractuels par, j'ai envie de dire, par... catégorie d'enseignement qu'ils auront à faire, ou alors un professeur de français devra faire un cours de maths? Non, ça, c'est pas possible. Okay. On est toujours embauché dans la discipline dans laquelle on a fait des études. D'accord. D'accord. Donc, il faut avoir fait des études d'histoire pour être professeur d'histoire, des études de maths pour être professeur de maths, etc. D'accord. C'est histoire ou histoire-géo? C'est histoire-géographie. C'est pas particulier en histoire-géographie. On fait toujours les deux valences. Je connais bien puisque c'est ma discipline. On fait toujours les deux valences à l'université. Mais c'est vrai qu'on est en général soit historien, soit géographe. Mais en fait, ça, c'est encore un autre débat. Oui, je me rappelle au lycée de Trinité, c'était déjà ça à mon époque. Et maintenant, il y a même les sciences politiques. Et les sciences politiques. Il y a même les sciences politiques que l'on enseigne à travers une nouvelle discipline au lycée, à partir de la classe de la première. D'ailleurs, je suis prof d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Ah ben dis donc, ça en fait du boulot. Oui, ça en fait beaucoup. Oui. C'est passionnant en tout cas. Alors dites-moi, est-ce que la même chose se passe en France métropolitaine? Est-ce que c'est le même système, quoi? Alors en France, c'est exactement le même système. La différence est que par contre, puisqu'ils ont des académies frontalières, ils sont en capacité d'aller chercher à côté dans les disciplines déficitaires des enseignants pour pouvoir essayer de combler les trous. Mais ça, c'est vraiment le fait d'une politique à court terme. On a supprimé tellement de postes ces dernières années. On a tellement voulu faire plaisir à Paris qu'il y a des disciplines qui sont complètement sinistrées dans lesquelles on ne trouve même pas d'enseignants. Parce que
déjà, il y a moins de réussite au concours. Et puis, ceux qui réussissent au concours, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à entrer dans l'académie. Parce que il y a des postes que l'on supprime, donc ils n'arrivent pas à rentrer dans l'académie. Donc ceux qui ont passé le concours déjà et qui sont en capacité d'enseigner devant les élèves sont nommés ailleurs. Prof d'anglais, prof d'espagnol. L'espagnol est très sinistré. En histoire géo, enfin, il y a alors que nous sommes dans la disciplines. Caraïbe avec beaucoup de pays espagnols autour de nous. Bien évidemment, cependant, on est dans un système français avec une éducation française. Il faut que les collègues, pour passer leur concours déjà, il faut avoir la nationalité française. D'accord. C'est comme ça. Il n'y a pas de correspondance de diplôme, par exemple, avec un Cubain qui voudrait venir enseigner peut-être dans un pays français, si sa femme, par exemple, est martiniquaise et qui souhaitait la rencontrer ici. Il peut être contractuel, j'ai déjà vu ça. Il peut être contractuel, il arrive, il est contractuel, et puis des fois il se marie, il y a des histoires de vie, donc il peut avoir la nationalité et puis passer le concours. J'ai déjà vu ça dans l'éducation nationale. Mais c'est la règle en France. Pour passer les concours en France, il faut la nationalité française. D'accord. Alors aujourd'hui, vous parlez de pays, enfin de départements frontaliers en métropole, en France. Ici, vous allez piocher ou en Guadeloupe, en Guyane, des profs éventuellement, s'il y en a de leur côté. On ne peut même pas piocher, puisque de toutes les façons, vous n'allez pas demander à un collègue qui est d'une autre académie en Guadeloupe ou en Guyane de venir en Martinique enseigner, puisqu'il a en général des classes aussi, puisque de toutes les façons, l'État supprime des postes partout. Donc là, on est en grosse difficulté. Et c'est parce que les élèves de BTS de Bellefontaine ont eu le courage de mettre devant la presse, de dire haut et fort que depuis 5 mois, ils n'avaient pas de prof d'entrepreneuriat, qu'on se rend compte que le discours des organisations syndicales, qui est celui de dire depuis des années qu'on supprime trop de postes et qu'on n'a qu'une vision à court terme et qu'il faut qu'on ait davantage d'entrées dans cette académie, c'est comme ça que tous les Martiniquais ont pu savoir ce qui se passe réellement dans l'éducation nationale. Et depuis 5 mois, le prof était absent pour raison de maladie. Depuis 5 mois. C'est un collègue qui a eu un accident de travail quand même. C'est ça. C'est quand même un collègue qui a un accident de travail. Ça fait 5 mois. Moi, j'ai échangé aussi avec les élèves parce qu'ils m'ont appelé et ils m'ont dit que chaque semaine, on leur dit qu'un professeur va arriver. 5 mois avec des examens fin mars qui ont été repoussés. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore le fin mot de ce qui va se passer réellement, mais ce n'est pas acceptable. Et ce ne sont pas les seuls en Martinique. Et c'est ça qu'il faut que les gens retiennent. Ce ne sont pas les seuls. J'ai eu connaissance d'un prof d'anglais qui n'est pas là depuis 2 mois, à Acajou. C'est pas une histoire de... on n'est pas là juste pour se faire plaisir. En général, les collègues sont malades, il y a des problèmes. Donc, ils ne sont pas là de manière réglementaire, avec des congés maladie ou des congés longue maladie. Il y a des choses graves aussi que les collègues peuvent avoir. Mais depuis 2 mois. Et qu'est-ce que le recteur a dit hier soir pour expliquer ça? Est-ce qu'il va faire diligence pour pour remplacer ce poste? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de prof d'anglais dans l'académie. Ouais. Et moi, j'ai envie de poser la question, mais comment on va faire pour le contrôle continu, pour le baccalauréat, quand il n'y a pas de prof devant les élèves? Il faut que chaque parent soit conscient de ça et il faut absolument que la Martinique soit au courant de ce qui se passe dans nos classes, dans nos établissements scolaires, avec des heures de cours qui sont perdues par énormément d'élèves, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Les enfants ont droit au nombre d'heures qui sont prévues par les textes. Dans cette académie, on décide qu'il faut un congé de 2 semaines pour pouvoir être remplacé. Est-ce acceptable? Aucun texte ne le dit. Ça veut dire qu'il faut que les élèves perdent beaucoup d'heures et au bout de 2 semaines, bien souvent, on n'est même plus capable de remplacer les collègues, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vivier. Est-ce acceptable? Donc, il faut absolument que l'on puisse desserrer au niveau de du mouvement interacadémique, donc des collègues qui puissent rentrer dans l'académie pour pouvoir travailler face à nos élèves en Martinique. Ah ben dis donc, c'est quand même effrayant ce que j'entends là. Le bac cette année, ce sera contrôle continu ou bien c'est sanctionné par un examen comme avant, il y a 2-3 ans?
Alors, à cause de l'épidémie, cette année encore, ce sera du contrôle continu. Il y a quand même des épreuves qui sont que les élèves devront passer, notamment en classe de terminale. Ils devront passer le grand oral qui est maintenu, ce qui est quand même assez fou, hein. Les épreuves qui devaient se faire en mars, pour lesquelles on préparait les élèves depuis un certain nombre d'années, eh ben, elles sont en contrôle continu, alors que les élèves sont préparés à faire ce travail écrit. Et l'épreuve pour laquelle ils ne sont pas du tout préparés, qui est complètement nouvelle, eh ben, elle est maintenue. C'est quand même assez fou qu'au ministère, ces choix-là soient faits. Cependant, on se bat avec nos élèves pour pouvoir maintenir un certain niveau et pour pouvoir les préparer au baccalauréat. Comment faire pour que le ministère comprenne? Et puis, est-ce que cette année-là, il n'est pas trop tard pour qu'il fasse venir des professeurs contractuels? Mais en fait, ils ne font pas venir des professeurs contractuels. Ce sont des personnes qui ont les diplômes, qui sont déjà sur l'académie en général et qui font une lettre de motivation, etc. Il y a toute une procédure à suivre pour pouvoir avoir un poste de contractuel. Non, il n'est pas trop tard parce que normalement, les heures ne doivent pas être perdues par des élèves. Donc, nous sommes en mars. Il reste encore le mois de mars, avril, mai et juin. Et il faut que les élèves puissent avoir des professeurs afin d'enseigner les disciplines. Est-ce qu'ils expliquent ça par rapport à la pandémie? Non, pas du tout. Hein. Ils disent que... Enfin, j'ai entendu monsieur le recteur avec des propos assez curieux à la télévision hier soir sur une chaîne concurrente à la vôtre, dire que toutes les académies sont logées à la même enseigne. Pas du tout. C'est pire en Martinique parce qu'il y a 1045 suppressions de postes ces 13 dernières années. C'est pire en Martinique. Et la situation n'est pas la même. Et notre situation insulaire d'île fait qu'on n'a pas les mêmes facilités que dans les autres académies hexagonales. Alors, quelques mots rapidement sur la violence à l'école. J'ai cru comprendre, qu'il y a un élève qui a été poignardé dernièrement. Est-ce qu'il y a plus de violence maintenant? On voit aussi ce qui se passe en France. La gamine qui a été jetée dans la Seine dernièrement. Est-ce que les jeunes deviennent incontrôlables maintenant? On est dans une société très violente et comme j'ai coutume de le dire, la violence de la société se retrouve à l'école, naturellement. Pour l'instant, en Martinique, on n'y est pas encore. C'est vrai qu'il peut y avoir des actes graves, mais en même temps, c'est pas tous les jours qu'il y a des actes aussi graves. La communauté scolaire du Jean-Joseph, parce qu'il s'agit du Jean-Joseph, qui a été touché par cet élève qui a été poignardé. Qui est sorti de l'hôpital. Qui est sorti de l'hôpital. La communauté scolaire a été extrêmement choquée, parce que ce sont des choses que l'on ne voit pas souvent, heureusement. Cependant, il faut qu'on fasse très attention. Et c'est à nous tous adultes, d'éduquer nos enfants. C'est à vous, parents, à nous, enseignants, d'avoir le même discours et de ne rien laisser passer pour que, franchement, on puisse mieux vivre ensemble et qu'on puisse accepter aussi d'être repris et qu'on puisse accepter ses erreurs. Je crois que c'est important pour nous tous en Martinique parce qu'il faut qu'on vive mieux ensemble. Mais au-delà de la Martinique, on voit ce qui se passe en France métropolitaine. Est-ce qu'il faudrait peut-être accentuer, aggraver les peines, j'ai envie de dire, pour les jeunes? Enfin, je ne sais pas, c'est pour les dissuader d'avoir de tels actes. Comment les dissuader, en fait? Moi, je crois dans l'éducation, vraiment. Je crois dans l'éducation à la maison, mais avec différents stades, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un vrai double discours des fois. Ce qu'il entend à l'école n'est pas obligatoirement ce qu'il entend à la maison. Et le référent d'un élève n'est pas l'enseignant, le référent est le parent. Donc je crois vraiment en l'éducation. Les peines plus lourdes, je n'en sais strictement rien, je ne suis pas spécialiste de la justice. Je suis juste spécialiste de l'éducation, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on éduque nos enfants à mieux s'écouter, à mieux accepter les différences aussi, parce que c'est ça aussi. Ce sont des différences, parce que j'ai lu aussi des articles dans lesquels on disait que c'était un élève qui était persécuté par ses camarades parce qu'haïtien. Donc il faut aussi qu'on ait un discours à la maison. On est tous des descendants d'esclaves. Je crois que c'est très très difficile, en tout cas, d'entendre qu'aujourd'hui encore des élèves soient pointés du doigt pour ce genre de raisons. Donc je crois que c'est l'éducation, c'est à la maison aussi qu'on doit faire des choses, même si naturellement, nous aussi, enseignants, on a notre part du travail à faire. Nous avons beaucoup de familles monoparentales ici. Est-ce que vous pensez que ça accentue le problème? L'absence du père très souvent?
Bon, une fois encore, hein, je n'en sais strictement rien. C'est pas mon métier. Je ne suis pas psychologue, psychiatre, etc. Mais je crois que, bien sûr, qu'il y a des familles monoparentales, mais en même temps, on peut dire que il y a des enfants issus de familles monoparentales qui n'ont strictement aucun problème, et puis des enfants de familles où il y a le papa et la maman qui ont des problèmes. Donc, est-ce qu'il y a une véritable règle? Je n'en sais rien non plus. Donc, il faut qu'on puisse aider les enfants qui ont des difficultés, qui rencontrent ces difficultés, qui sont violents, mais il n'est pas question non plus pour nous de pointer du doigt une famille, un type de famille ou un autre. Je crois qu'il faut surtout qu'on sache vivre ensemble dans ce pays, et c'est extrêmement important. Alors pour terminer, le samedi 27 février, vous étiez dans les rues de Fort-de-France. Comment vous avez trouvé cette manifestation? Est-ce que ça vous a rappelé 2009? Alors naturellement, hein, que la FSU, le SNES était dans la rue en 2009, le 27 2021, 27 février. Excusez-moi. Bien évidemment qu'on était dans la rue. Il nous semble que c'est une cause extrêmement importante. On a eu des questions sur pourquoi une organisation de l'éducation nationale dans la rue. Mais pour nous, c'est tellement évident que nous sommes des idéalistes. Naturellement, les militants sont des idéalistes. On a envie d'une société meilleure. Et oui, on est aussi touché par le chlordécone en tant que Martiniquais, en tant que citoyen. Et une organisation syndicale comme la FSU se doit de manifester pour la santé des Martiniquais et pour qu'il n'y ait pas de prescription de ce qui est un véritable crime contre les Martiniquais. Donc pour nous, c'est évident, et nous faisons partie du comité qui s'est monté depuis le début pour pouvoir manifester, et on appellera bien sûr à manifester à la prochaine date qui n'est pas encore sortie, mais qu'on est en train de discuter à la Maison des syndicats tous les jeudis. Très bien. Merci beaucoup, Madame Valérie Viertal-Loyo, pour être venue à Zouk Télévision aujourd'hui, pour toutes ces précisions très, très importantes. J'espère que le recteur les a écoutées. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être sur votre plateau. Merci, Madame. Merci à Manuela. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. À très vite.